Où une belle femme indépendante est tombée en proie à l'un des individus les plus narcissiques et psychopathes que j'ai jamais rencontrés. Le 9 novembre 2023, à 40 minutes après minuit, 8-Pack Amangaldi reçoit un texto de sa sœur, Saltanat Anukenova. « Je quitte Kwandek, mon mari. Je prends un taxi et je viens maintenant. » Ce n'est pas la première fois. C'est environ la 12e fois qu'elle a tenté de le quitter. Un jour de septembre, elle est rentrée du travail pour trouver du rouge à lèvres de femme, du fond de teint, des cils, partout sur ses draps. La pièce sentait le sexe et il y avait 2 préservatifs usagés dans les toilettes. Cela était censé être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sa famille était solidaire. Ils l'ont accueillie à nouveau et organisé même un endroit pour elle. Mais à leur grande surprise, elle a renouvelé ses vœux de mariage le mois suivant, le 26 octobre, dans un rituel aligné sur la culture kazakh appelé le nikah. Son mari l'avait de nouveau séduite avec ces mots, sans doute en demandant pardon et en promettant de changer encore une fois, cette fois pour de bon. 8-Pack lui répond par texto « Viens, je t'attends ». Cependant, c'est la dernière correspondance qu'il aura jamais avec sa sœur. Ce jour-là, à 8 heures du soir, les services d'urgence ont répondu à un appel dans un restaurant haut de gamme, Bao, situé dans la capitale du Kazakhstan, Astana. Selon les rapports, il y a eu une querelle entre certains visiteurs, ce qui a entraîné la mort d'une femme suite à ses blessures. Le restaurant Bao est situé dans le Gastro Center, le bâtiment appartenant à la famille élargie de Kwandek, dans ce qui est sans doute la partie la plus aisée de la ville, juste à côté du Ritz-Carlton et en face des bureaux du gouvernement, où les hommes d'affaires et les fonctionnaires importants viennent souvent pour dîner. À leur arrivée, la police est accueillie par Kwandek Bishimpayev. Il explique qu'il a eu une dispute avec sa femme cette nuit-là, où les choses se sont enflammées entre eux. Elle a trébuché et l'a frappé, tête sur la toilette, causant des bleus. Il a retiré les touffes de cheveux de sa tête, les a posées sur la table et l'a couchée pour se reposer. Il a dormi à côté d'elle, mais après s'être réveillé de son sommeil, elle a continué à ronfler. Quelques heures plus tard, malgré les tentatives pour la réanimer avec l'aide de son cousin, ils n'ont pas réussi. Elle est restée sans réaction et ils ont décidé d'appeler à l'aide. La police a constaté un désordre en se dirigeant vers la salle Very Important Person. Des vêtements pendaient des meubles, le sol était jonché d'objets, la table avait des verres et des bouteilles de vin vides, ainsi qu'une montre cassée, des bijoux, des mèches de cheveux et une serviette tachée de rouge. Les rideaux adjacents avaient des taches brunes et rouges dessus, mais ce qui a attiré leur attention étaient les toilettes. La porte avait un trou et des carreaux cassés à l'intérieur, avec des traces de sang. Des signes clairs qu'un certain degré de violence s'était produit avant leur arrivée. Sur le canapé gisait une femme enveloppée dans une couverture. En s'approchant, alors qu'elle devenait plus nette, il était clair que son visage était à peine reconnaissable, extrêmement meurtri, rouge et gonflé. Son corps était froid au toucher, elle n'avait pas de pouls, et elle était partie depuis un certain temps. La police et les ambulanciers étaient impuissants à la sauver. La femme a été identifiée comme Sultana Denukunova, l'épouse de 31 ans de Kwandek Bishenbaev. Sur les lieux se trouvait également le cousin de Kwandek, Bakhtizan Bezinov, le directeur du gastrocentre, le bâtiment où se trouve le restaurant. Les 2 hommes ont été interrogés par la police. Kondak était bien connu. En 2016, il était ministre de l'économie nationale et juste 6 mois après son entrée en fonction, il a été accusé d'avoir accepté des pots de vin. Il a été contraint de démissionner et a été reconnu coupable du crime en mars 2018. Bien qu'il ait été condamné à 10 ans de prison, il a été libéré 1 an et demi plus tard et officiellement gracié peu de temps après. Cependant, dans sa vie civile, il menait une vie de luxe, étant actionnaire dans les entreprises familiales. Son père était une figure politique de premier plan qui lui a permis de mener une vie de luxe et il a été préparé dès son plus jeune âge à occuper des postes politiquement puissants au gouvernement pour servir et diriger son pays. Cependant, les actions qui allaient bientôt être révélées prouveraient à quel point la pomme est tombée loin de l'arbre. Après un bref interrogatoire sur les lieux, les 2 hommes ont été arrêtés. Le rapport post-mortem révélerait plus tard que Nukanova avait subi 13 coups à la tête seulement, causés par un traumatisme contondant.
Son visage entier était couvert de multiples ecchymoses, coupures et abrasions. Elle a subi une grave blessure à la tête et son nez a été brisé en morceaux. Le côté gauche de son visage, notamment, présentait de nombreuses blessures qui s'étendaient jusqu'au menton. Elle a souffert d'un hématome sous-dural, qui est lorsque le sang s'accumule entre le crâne et la surface du cerveau. Dans son cas, elle avait 230 Mehler ou un verre plein de sang qui s'était accumulé. Si elle n'est pas traitée, cela provoque une hernie cérébrale ou des zones du cerveau qui sont déplacées de leur position originale en raison de la pression et de l'enflure. Sa mort était due à une perturbation des fonctions vitales de soutien à la vie du système nerveux central, comme sa respiration et son cœur. De plus, elle présentait des marques et des signes de strangulation. Le rapport toxicologique a déterminé qu'il n'y avait ni drogue ni médicaments dans son sang, et seulement de faibles niveaux d'alcool étaient présents. Pour démêler ce qui a conduit à cette tragédie, nous devons d'abord revenir là où tout a commencé. Saltanat Nukunova est née dans une famille respectée au Kazakhstan en 1992. Son grand-père, un professeur honoré, avait un tournoi de judo en sa mémoire. Son père a construit une entreprise prospère et son oncle, Kerat, a eu une carrière politique respectable en tant que gouverneur. Sa famille aimait et soutenait elle et son frère de manière égale. Ils ont couvert ses frais de scolarité lorsqu'elle voulait aller en Angleterre pour ses études universitaires. Durant cette période, elle s'est intéressée à la psychologie, l'astrologie et la méditation. Après un bref passage dans le secteur bancaire, elle a décidé de quitter son emploi et de se lancer dans une nouvelle carrière dans ces sujets qui l'intéressaient. Saltana a suivi plusieurs cours d'astrologie et a commencé à réaliser des consultations personnelles. Elle est rapidement devenue une astrologue populaire, les gens réservant des consultations avec elle plusieurs semaines à l'avance. Son charisme et son habileté à mêler des séances de psychologie avec des événements communautaires, en invitant également d'autres personnes de son domaine, ont fait exploser sa popularité dans l'industrie. Elle ne voyait exclusivement que des femmes ou des couples, mais jamais des hommes seuls. Financièrement, elle était prospère et pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de son frère sans jamais demander d'argent à sa famille. Ses projets d'avenir incluaient de devenir une présentatrice de télévision et une personnalité YouTube, des ambitions que sa famille croyait fermement qu'elle réussirait. Son frère Eidbek a déclaré qu'elle n'était pas seulement une astrologue, mais qu'elle se mettait en quatre pour aider les gens à sortir de situations problématiques dans leur vie, comme une fois où ils ont aidé une amie à échapper à son mari violent. Cela s'était passé il y a plus de 10 ans, avant même que sa carrière n'ait commencé. L'ironie de cette situation est qu'elle a pu aider les autres à s'échapper, mais pas elle-même. Saltana, étant la jeune et séduisante femme, a attiré l'attention de Kwandaik Bishambayev grâce à son compte Instagram, qui lui a été montré par un ami commun. Malgré son intérêt, l'assistante de Saltana a refusé sa demande de rendez-vous, car elle ne menait pas de séance pour les hommes. Camilla, prétendant venir accompagner, a réservé une séance. Cependant, elle est arrivée seule et a révélé qu'un ami commun, un homme, voulait rencontrer Saltana. Durant leur discussion, Camilla a eu le numéro privé de Saltanat et l'a donné à Bishenbaev. À partir de mai 2022 environ, Bishenbaev a commencé à envoyer des poèmes à Saltanat et a insisté pour la rencontrer. Saltana, qui était plus intéressée par l'aide à ses clientes que par les rendez-vous amoureux, a refusé ses avances pendant plus d'1 mois. Cependant, en juin, elle a rompu avec son petit ami après 3 ans de relation. Elle n'était pas prête pour une nouvelle relation et voulait simplement se concentrer sur son travail, ses études et ses cours d'astrologie. Cependant, Bishenbaev a réussi à trouver Saltanat dans son établissement préféré un matin. Il s'est approché d'elle, s'est présenté, a dit qu'il passait par hasard et l'a vue à travers la fenêtre. Il a entamé une conversation sur la psychologie et leur cours a commencé à partir de là. Quelques mois plus tard, Bishenbaev a invité Saltana à un concert de Valérie Meldazi. Et en octobre de la même année, ils ont rendu visite à un ami à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, ensemble. Après ce voyage ensemble, il semble qu'après des mois de poursuite, Bishenbaev a finalement conquis le cœur de Saltanat. À son retour, elle a parlé avec affection de Bishenbaev et a exprimé le désir de l'aider avec ses relations familiales difficiles. Son frère a résumé qu'elle est tombée amoureuse et a idolâtré cet homme.
Mais qui est exactement Kwandik Bishanbaev, l'homme mystère alors âgé de 43 ans, avec un passé compliqué, pour dire le moins? Outre sa carrière ratée mentionnée précédemment, Bishanbaev a grandi dans un environnement de luxe. Il a fréquenté l'université de l'Ivy League George Washington et a eu une carrière politique rapide, occupant plusieurs postes de conseiller et de vice-président avant d'être promu ministre de l'économie en 2016. Après que sa carrière ait brutalement pris fin en seulement 6 mois, il a pu se rétablir en 2 ans et a continué sa vie de luxe grâce aux revenus qu'il a reçus en tant qu'actionnaire dans diverses entreprises familiales. Il a été marié précédemment pendant 14 ans et a eu 4 enfants, mais pendant la période de cours, il était apparemment célibataire et déterminé à poursuivre Saltanat. La même année, en décembre 2022, Saltanat et Bishanbaev ont décidé de se marier. Les réserves des parents de Fighter à propos de son mariage avec un homme qui avait déjà été marié, qui avait 4 enfants, mais surtout une condamnation pour fraude. Ils ont accepté sa décision. Le couple a organisé une cérémonie de mariage kazakh connue sous le nom de Nikah. En raison de certaines informations de base de données obsolètes sur Bishanbaev, ils n'étaient pas officiellement mariés sur le registre, mais ont procédé à la cérémonie religieuse et Saltanat a été reconnu comme sa femme de facto après la cérémonie. Moins d'1 mois après le mariage, après le nouvel an 2023, Saltanat a commencé à subir des violences physiques. Elle s'est peu confiée, mais son frère Aidbek a compris qu'elle traversait une période difficile. En février, le couple est parti en lune de miel aux Maldives. Pendant ce temps, Aidbek a eu une longue conversation avec sa sœur, la poussant à quitter son mari. Pour le rassurer, Sultanat a envoyé des photos montrant leur bonheur ensemble. Aidbek détestait son mari et refusait d'ouvrir ces photos car il ne voulait pas voir le visage de Bishanbaev. Ces photos ont été utilisées plus tard par la défense de Bishanbaev comme preuve qu'ils étaient heureux et pour ignorer son comportement abusif à l'époque. Ironiquement cependant, les avocats de Saltanat ont souligné des signes visibles de coups sur son corps dans ces photos. Dans la nuit du 20e mars 2023, Saltanat a envoyé à son frère 2 photos montrant des signes de maltraitance physique et lui a demandé de les garder. Elle craignait que son mari, qui avait un accès total à son iPhone, ne les supprime. Après avoir vu les photos, son frère a confronté Bishanbaev, déclenchant une bagarre. Après la bagarre, Saltanat a été vue moins fréquemment par tout le monde, car son mari lui interdisait de voir ses amis et sa famille. Elle a communiqué qu'ils se disputaient souvent, mais n'a divulgué les détails à personne. Ce n'est qu'après sa mort que sa famille et ses amis ont vraiment commencé à rassembler et à comprendre l'étendue des abus qu'elle avait subis ces quelques mois. Bishanbaev était un mari dominateur. Il empêchait Sultanat de travailler. Elle a dû annuler toutes ses séances, ce qui a freiné sa carrière florissante, et elle est devenue financièrement dépendante de lui. Elle avait aussi l'interdiction de voir ses amis, limitant grandement sa vie sociale. Lorsque son frère lui a conseillé de quitter son mari, elle lui a demandé s'il pouvait subvenir à ses besoins le temps qu'elle se remette sur pied. Elle a également dit à son frère que Bishanbaev exigeait également de garder une vidéo d'elle nue comme garantie au cas où elle le quitterait un jour. Il la diffuserait au public, ruinant sa réputation. Elle a mentionné à un ami qu'elle était perpétuellement coincée dans une situation désespérée, avec une constante ombre de violence physique et vivant dans un état de peur et de conséquences. Après le meurtre de Sultanat, il a été confirmé au tribunal que son mari avait exigé qu'elle enregistre une vidéo nue pour s'assurer qu'elle ne le ferait pas chanter avec toutes les photos de ses coups. Il a ensuite utilisé cette vidéo pour la contrôler. Dans un état de peur et face à la violence physique, Sultanat a senti qu'elle n'avait d'autre choix que de se conformer. Elle a décrit sa situation comme désespérée dans un message à un ami. Sa dernière nuit en vie. Le 8 novembre 2023, Sultanat a reçu des billets pour un concert d'un chanteur russe populaire, Dima Bilan, de la part d'un ami. Son mari est un grand fan de lui, et elle a accepté, et 2 billets gratuits pour aller avec son ami et emmener son mari avec elle. À un moment pendant ce concert, une femme s'est approchée d'eux et a embrassé son mari sur les joues. Selon les rapports, cela a déclenché une dispute entre eux, compte tenu de l'histoire d'infidélité de son mari. Ils ont quitté le concert plus tôt pour aller au restaurant Bao. La vidéosurveillance peut les voir entrer et sortir du restaurant
et parlé à plusieurs reprises à l'entrée de l'immeuble ci-dessous. Selon les rapports, l'argument persistait parce que Bishanbaev, qui accusait également sa femme de s'accrocher à ses relations passées, et elle en avait apparemment assez. Au cours de la nuit, ils ont eu plusieurs altercations physiques, dont beaucoup hors caméra, mais les ecchymoses sur le visage de Saltana montrent des preuves de blessures fraîches qu'elle n'avait pas plus tôt lorsqu'ils sont allés au concert. À un moment donné, elle a appelé son frère et lui a dit qu'elle quittait son mari, mais elle n'est jamais partie. Bishenbaev a admis devant le tribunal qu'elle lui avait dit qu'elle voulait partir. Il a dit qu'il l'avait raisonnée pour qu'elle réfléchisse à sa décision et qu'elle y repense avec un esprit frais le matin. Lorsqu'ils sont entrés dans le restaurant vers 7 heures du matin, ce matin-là, elle a été à nouveau si violemment battue qu'elle n'a pas survécu. Kwon-Daik et Saltanat sont d'abord montrés entrant dans le restaurant Bao juste avant 9h15 le 8 novembre. Ils sont ensuite vus marchant dehors 45 minutes après minuit. Il est clair qu'ils ont un désaccord. Kwon-Daik tend un manteau à Saltanat qu'elle refuse finalement de prendre et s'éloigne mais le met plus tard. Après une brève discussion, ils rentrent à l'intérieur. En entrant, on remarque clairement le changement de langage corporel. Saltana est sur son téléphone. Vers le moment où elle a parlé à son frère, Kwon-Daik jette immédiatement un coup d'œil pour regarder, et on peut voir à son langage corporel qu'elle est frustrée par cela. Il est maintenant 1 heure du matin et leur désaccord continue. Elle se tient dans le coin. Ils commencent à fumer. Ils continuent à se parler. Selon le témoignage de Kwon-Daik, il essayait de la calmer parce qu'elle a dit qu'elle voulait le quitter. Il a dit des choses comme « Détends-toi, dors maintenant, réfléchis-y demain matin avec un esprit frais ». Ils continuent à parler pendant que les invités entrent et sortent. Leurs gestes de la main sont clairs. Ce n'est pas une discussion amicale, mais un désaccord sur des questions personnelles. Au procès, l'équipe de défense de Kwon-Daik souligne à quel point elle est tellement intoxiquée qu'elle peut à peine se tenir debout elle-même pendant 1 minute. Mais le côté de l'accusation intervient, affirmant que l'équipe de défense ne sont pas des experts en langage corporel et de ne pas tirer de conclusions incorrectes. Ils rappellent également à tous que seules des traces infimes d'alcool ont été trouvées dans son organisme. Ce qui est clair dans les images, c'est comment Kwon-Daik se tient juste devant elle, pose sa main sur sa tête et son visage alors qu'elle est adossée contre le mur. Elle ne le touche pas en retour. Il continue à exercer un contrôle sur elle, déplaçant physiquement son visage avec ses mains pendant qu'elle parle et regarde ailleurs. Il est clair qu'il se comporte de manière dominatrice envers son épouse. À un moment donné, il tient sa tête entre ses 2 mains et lui parle juste devant son visage. Elle n'a pas d'espace personnel, ne peut pas détourner le regard, et il la fixe droit dans les yeux. C'est souvent une caractéristique des abuseurs d'essayer de contrôler la situation de toutes les manières possibles. Cela dure plus de 20 minutes alors qu'ils continuent leur désaccord. Au tribunal, Kwon-Daik dit qu'il essaie de raisonner avec elle, de lui dire de réfléchir après avoir dormi le matin. Mais Saltana détourne le regard de lui, ne montrant aucun intérêt. Elle semble lutter avec ses pensées, voulant peut-être partir, mais est acculée par son emprise psychologique et physique sur elle. Une chose à noter, c'est qu'en public, ils maintiennent toujours une attitude qui ne leur attire pas trop d'attention. Tout cela changera plus tard dans la nuit, lorsqu'ils entreront ensemble dans le restaurant pour la 3e et dernière fois. Vers 1h15 du matin, le désaccord continue et ne semble montrer aucun signe d'amélioration. Vers 2h30 du matin, ils entrent dans le restaurant et elle se dirige vers la salle « Very Important Person », tandis que Kwon-Daik se dirige vers le bar pour prendre des verres et de l'alcool. Ils émergent juste avant 7 heures. Cette fois, Kwon-Daik et Saltanat portent moins de vêtements. Elle semble simplement porter une longue veste, et son mari n'a plus de chemise en dessous de la sienne. Ils sortent tous les deux. Pendant qu'ils sont dehors, elle semble lui faire la tête tout ce temps, pendant qu'il parle et tente de la persuader. Ils reviennent vers 7h16 du matin. Elle entre en premier, mais ne lui ouvre pas la porte. Sa main reste coincée dans la porte et son téléphone tombe. Après l'avoir ramassé, il la suit à l'intérieur, où l'incident fatal a eu lieu, et elle n'en est jamais sortie vivante. Une fois à l'intérieur, en quelques secondes, il lui saisit la tête avec ses 2 mains
et la secoue violemment et la repousse. Elle a l'air terrifiée alors qu'elle tombe au sol. Alors qu'elle est allongée en position fétale et qu'elle se tient la tête, il lui donne 3 coups de pied. Le dernier est donné avec une telle force qu'on le voit lever son pied aussi loin en arrière qu'il le peut. Chaque fois qu'il lui donne un coup de pied dans les cuisses et les fesses, cela semble douloureux. Alors qu'elle gît là, se tordant de douleur, il s'éloigne, puis revient et, de manière choquante, la soulève par la tête d'une main. Malgré son étourdissement, elle réussit à se redresser en s'appuyant sur le meuble derrière elle. Dans un instant, il lui donne une forte claque, balançant son bras gauche pour ajouter de la force. Le coup fait reculer sa tête, la faisant heurter le mur derrière elle et s'affaisser dans le meuble. Maintenant, elle tient sa tête, sans aucun doute, en douleur. Juste quand vous pensez que ça ne pourrait pas être pire, Bishambaev saisit sa gorge avec sa main gauche. La poussant contre le mur, il l'étrangle avec ses mains nues pendant qu'elle continue d'apparaître étourdie et sans défense. Il lui donne ensuite une forte claque avec sa main droite et momentanément, elle s'éloigne. Elle s'affaisse de l'autre côté, mais réussit d'une manière ou d'une autre à se tenir debout. Peut-être que ses instincts de survie se manifestaient alors qu'elle essayait de s'éloigner de lui, mais il s'approche d'elle à nouveau. Cette fois, il la saisit violemment par les cheveux et la tire vers lui. Incapable de résister, elle s'effondre. Routinièrement, il s'arrête et retourne la tirer par les cheveux, finissant par la traîner dans l'adjacent, toilette à 7h18 du matin. Ils ressortent 1 minute et demie plus tard, avec lui la tirant à nouveau par les cheveux alors qu'elle lutte pour rester debout. On ne peut qu'imaginer sa douleur et sa terreur alors qu'elle est incapable de se défendre pendant que ce monstre la traîne dans la salle Very Important Person, un endroit d'où elle n'est jamais ressortie vivante. Qui sait quelles horreurs elle a continué à affronter à l'intérieur, car la bastonnade que nous avons vue à la caméra n'était probablement que la pointe de l'iceberg. Au tribunal, Bishambaev nie toute culpabilité dans la mort de sa femme. Au lieu de cela, il a déclaré qu'elle, sous l'influence de l'alcool, a fait de fausses déclarations, insulté et provoqué Loïc. Pendant leur dispute, elle l'a attaqué et il l'a repoussée, la giflant 4 fois avec ses paumes ouvertes pour ne pas lui faire mal, puis la frappant soigneusement dans les cuisses et les fesses pour ne pas lui faire mal. Cet homme semblait complètement délirant compte tenu de ce que nous avons vu sur les images de la vidéosurveillance. Elle ne l'a jamais touché du doigt. Et même si les affirmations selon lesquelles elle l'aurait provoqué étaient vraies, et alors? Son ego pointilleux est-il si pathétique qu'il doit recourir à la violence physique, parce que même en tant que politicien chevronné, il ne peut pas répondre avec des mots. Il a en outre affirmé que toutes les blessures mortelles à la tête et au visage, elle se les était infligées elle-même. Elle se disputait avec lui et enlevait les bijoux et les vêtements qu'il lui avait si amoureusement offerts, mais elle a perdu l'équilibre et s'est cogné la tête contre les toilettes. Lorsqu'elle a essayé de se lever, elle est retombée et s'est cogné la tête sur le sol carrelé. Il prétendait escorter sa femme jusqu'à la loge Very Important Person, vous savez, en la traînant par les cheveux, après quoi il l'a doucement endormie sur le canapé et s'est endormi à côté d'elle. Ce témoignage risible a été plus tard rejeté par le jury et l'expert médico-légal au procès a explicitement déclaré que les blessures sur sa tête et son visage ne pouvaient pas résulter d'une chute. Peut-être qu'un accident de voiture aurait été une explication plus plausible, mais il est probable qu'aucune personne ne pourrait trébucher, tomber et se blesser de la manière qui a conduit à sa mort. Cela n'expliquait pas non plus les marques de strangulation, qui étaient suffisamment fortes pour apparaître lors de l'examen post-mortem. Juste avant 10 heures du matin, moins de 3 heures avant que Kwandai ne traîne Salanat par les cheveux dans la loge Very Important Person, nous voyons son cousin, Baktizan, entrer dans le restaurant. Il se dirige directement vers la loge Very Important Person sort, prend une couverture et revient. C'est dans cela qu'ils enveloppent le corps nu de Salanat. Vers 13 heures, il a dit au personnel du restaurant de partir. C'est aussi à peu près à ce moment qu'il est allé effacer les images de la circuit fermé de télévision à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant et éteindre les caméras. Heureusement, l'équipe de la police scientifique a pu récupérer les images que nous avons vues et celles-ci ont été montrées lors du procès très médiatisé de Kvandik et Baktizan Baizanov. Selon des sources, le président de la Russie, Vladimir Poutine, devait visiter ce jour-là
et la sécurité avait été renforcée dans la zone en préparation de sa visite. De toute évidence, cette réservation a été annulée. Pour couvrir ses traces, Gvandik Bishenbaev a sollicité l'aide de son cousin, Baktizan, pour ne pas seulement effacer les vidéos et faire partir le personnel, mais aussi pour emmener le téléphone de Saltanat en ville, envoyant des signaux Global Positioning System à différents endroits afin de la faire passer pour vivante et en bonne santé. Il a emmené son téléphone dans un centre de fitness, puis a activé le mode avion, puis l'a ramené à leur maison. Cela a donné à son frère Eidbek, avec qui Saltanat partage sa localisation Global Positioning System, un faux espoir, malgré le fait qu'elle ne soit pas venue chez lui cette nuit-là. Elle va bien, et elle a dû simplement dormir, puis s'est levée et a continué ses activités le lendemain. Selon le récit d'Eidbek, après avoir reçu son message à minuit 40 le 8 novembre où elle disait qu'elle prenait un taxi pour venir, son frère a remarqué son ton contrarié dans ses messages et lui a assuré qu'il était chez lui et lui a demandé de venir. Il a localisé son téléphone et a découvert qu'il était au centre gastro où se trouve le restaurant. À 1.04, il lui a envoyé un texto pour lui demander quand elle arriverait. À 2.05, elle a lu le message et a passé un rapide coup de fil, mais l'a raccroché avant que son frère puisse répondre. Il l'a rappelé, mais il n'y avait pas de réponse. Cette fois, cela montrait qu'elle était dans le bâtiment Talent Towers adjacent. C'est là que se trouve le Ritz-Carlton, et son frère a supposé qu'elle y passait la nuit. Cela coïncide avec les images de la circuit fermé de télévision où Sultana et Kandike se promenaient à l'extérieur. À 7h46, il lui a renvoyé un message. Son téléphone indiquait toujours qu'elle était à Talent Towers. Il a donc supposé qu'elle dormait. Le message a été lu vers midi, il a deviné qu'elle s'était levée et l'avait consulté. Cependant, ce soir-là, son amie Linara l'a appelé et lui a dit que la police avait arrêté son mari, soupçonné de l'avoir tué. Cette nouvelle a bouleversé son monde. Il a vérifié le Global Positioning System et a découvert qu'il indiquait la maison de Sultana. Il s'y est immédiatement rendu en voiture, mais personne n'a répondu et les lumières étaient éteintes. Il s'est précipité au restaurant où elle lui avait envoyé son premier service de messagerie court et il a découvert la terrible vérité. Il a appelé son père pour confirmer la nouvelle. Cependant, l'appel était en haut-parleur et sa mère a entendu leur conversation. Elle a crié en apprenant la mort de sa fille. Le procès de Gvandik Bishenbaev a été diffusé sur YouTube, a commencé à Astana le 11 mars 2024. Bishenbaev a insisté lui-même pour un procès public, croyant que le pays sympathiserait avec son côté des événements. Mais clairement, ayant été élevé dans une vie de luxe, il a plutôt montré à quel point il était déconnecté de la société kazakh. Il visait à faire appel aux normes sociétales conservatrices, mettant l'accent sur le comportement prétendument inapproprié de sa femme et sa dépendance. Cependant, cela s'est retourné contre lui comme une hypocrisie, de l'action de son équipe de défense pour diffamer son caractère, lorsque la caméra de surveillance le montrait comme le seul agresseur, et l'histoire de leur mariage a conduit à ce qu'elle perde non seulement ses amis, sa carrière, mais aussi sa vie. En si peu de temps, il n'a suscité aucune sympathie de la part de la majorité des gens. Les gens ont protesté publiquement, les femmes et les hommes tenant des verres de vin, lorsque la nouvelle s'est répandue de la façon dont son équipe de défense a essayé de la diffamer parce qu'elle buvait. Les doubles standards moraux pour les femmes ont été largement rejetés par la société kazakh aujourd'hui. Le comportement trompeur de Bishenbaev et de son cousin, Besenov, n'a pas été bien accueilli par le juge ou le jury. Gvandik Bishenbaev a été reconnu coupable de torture et de meurtre. Il a été condamné à 7 ans de prison pour torture et 20 ans pour meurtre. Les peines ont été partiellement combinées, ce qui a donné un total de 24 ans de prison. De plus, Baktizan Bezinov, le directeur du Gastro Center, a été reconnu coupable d'avoir sciemment caché un crime grave. Il a été condamné à 4 ans de prison de sécurité moyenne, avec crédit accordé pour le temps déjà purgé. La mort tragique de Sultanat Nekhonova a provoqué un tollé public pour une réforme juridique significative pour des peines criminelles plus sévères au Kazakhstan. La loi de Saltanat a été poussée à travers le système judiciaire et entrera en vigueur en juin 2024. Elle criminalise tous les abus domestiques et la police doit enquêter sur tous ces cas.
Saltana Nukunova, puisses-tu reposer en paix, et ta mort ne sera pas vaine. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Consultez également certains de mes autres cas à l'écran. C'est Victor. Merci d'avoir regardé.